Alors, chers amis, je suis désolé de ne pouvoir être présent physiquement, même si j'ai été là une partie de l'après-midi, mais à ce moment précis, je dois être dans un autre engagement qui est sur une question qui est connexe de celle que vous abordez, puisque c'est autour de la question comment peut-on transformer de la violence en conflit et sortir des logiques de haine, de guerre et de barbarie. Or, à bien des égards, par rapport à ce retour de la guerre de tous contre tous, ce temps où l'on voit de nouveau la suprématie de la force sur le droit et où on est confronté à la prévision sinistre d'Orwell dans son fameux roman 1984 en train de se réaliser, l'une des grandes questions que l'on peut se poser, c'est par rapport à ce risque majeur de voir une humanité régresser, retourner dans des formes barbares, en quoi la culture est au cœur de ce qu'on peut appeler la défense de l'humanité. Partout aujourd'hui, on ne parle que de réarmement, du fait que nous sommes sortis de la période d'inconscience caractérisée par l'idée des dividendes de la paix, et au fond, l'Europe est considérée comme une espèce d'endroit nostalgique où on continuerait à croire à un monde du droit, de l'humanisme en train de disparaître. Eh bien, justement, ce monde en train de disparaître, est-ce qu'il ne vous évoque pas une grande œuvre d'un grand acteur de la culture? Je pense bien sûr à Stefan Zweig et notamment à son livre phare écrit avant sa mort volontaire au Brésil à Petropolis, ce fameux livre qui s'appelait Le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Et ce monde d'hier que Zweig croyait voir définitivement disparu, et c'est pour cette raison qu'il s'était donné la mort, d'une certaine façon a vécu une forme de renaissance après la Seconde Guerre mondiale, avec la réconciliation franco-allemande, avec la construction d'une Europe pacifique, avec l'émergence d'une espérance qui montrait que même après la barbarie des deux guerres mondiales, après la Shoah, après Auschwitz, après Hiroshima, un autre monde vivable et vivant restait possible. Et vous voyez que, spontanément, que ce soit pour dénoncer un cauchemar ou pour entretenir un espoir, je me suis tourné vers la littérature, avec Orwell, puis avec Stefan Zweig. Et leurs œuvres ont elles-mêmes été la matrice d'autres grandes formes culturelles, à travers le cinéma et le théâtre notamment. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Eh bien, cela nous enseigne que lorsque l'humanité est en danger, une des dimensions clés de l'humanité, c'est précisément l'enjeu de la culture. Je vais reprendre rapidement ces deux points. D'abord, l'humanité est-elle en danger? La réponse est hélas oui. On peut même aller jusqu'à dire que le pronostic vital de l'humanité est engagé sur deux terrains. D'une part, parce que ce peuple de la Terre, ce peuple de cette planète océan qu'on appelle l'humanité, est actuellement dans une logique destructrice de sa propre planète, de sa propre niche écologique. Et si elle se retrouvait avec une planète invivable, elle serait évidemment totalement menacée dans son existence elle-même. Et puis l'autre menace que nous voyons apparaître avec une force dramatique de plus en plus importante, c'est celle d'une humanité qui régresse dans des formes barbares, qui rebascule dans des logiques de guerre de tous contre tous et qui peut conduire à des formes d'autodestruction. Alors, il y a la forme d'autodestruction qui n'est pas totalement impossible, mais qui résulterait d'un enchaînement où des armes de destruction massive pourraient être utilisées. Mais il y a plus encore
et là le risque est encore plus vraisemblable que l'autre, le fait que l'humanité peut se détruire moralement, spirituellement, en basculant dans une forme de barbarie et d'inhumanité. Et donc, par rapport à ce risque vital, cette question, comment défendre l'humanité contre elle-même, contre sa propre irresponsabilité écologique, contre sa propre barbarie intérieure, comment faire mentir Orwell et 1984 avec ces trois continents embarqués tous les trois à la fois dans la rivalité et en même temps dans une logique tyrannique appuyée sur des novlangues et des Big Brother. Comment redonner l'espoir dans le sens de Stéphane Zweig et montrer que, à nouveau, les éléments les plus riches et positifs du monde d'hier peuvent renaître sous une autre forme dans un monde d'espérance pour demain, eh bien, dans cette perspective-là, nous voyons bien que la culture est déterminante. Elle est du côté des forces de vie, elle est du côté d'Eros plus que de Thanatos. Et même quand elle met en scène, comme dans la tragédie inventée par les Grecs, ce que Spinoza nommait des passions tristes, elle joue un rôle cathartique. Et quand elle met en scène directement les forces de vie, d'amour, de joie, elle est du côté de ce qui constitue le cœur de ce qu'on peut appeler avec humour une stratégie érotique mondiale. Ce n'est pas par hasard si tous les tyrans du monde ont procédé à des autodafés. Ce n'est pas par hasard si les premières atteintes à la démocratie démarrent le plus souvent par le fait de considérer les porteurs de culture comme des ennemis de l'intérieur et que couper leurs moyens d'existence est un bon moyen de les faire taire. Eh bien, à travers ces exemples, nous voyons à quel point l'enjeu culturel, non seulement, comme vous l'avez proposé, de faire un 18e objectif de développement soutenable à travers les Nations Unies, mais de repenser l'ensemble même du processus des objectifs du millénaire, des objectifs de développement soutenable, à travers cette question clé de défendre l'humanité contre son hubris, contre son irresponsabilité écologique, contre sa capacité à régresser dans la barbarie. Et c'était notre ami Edgar Morin qui avait noté justement que ce peuple bizarre de terriens que l'on avait nommé Sapiens Sapiens, on aurait pu davantage le nommer Sapiens des minces, tant sa part de folie était importante autant que sa part de génie. Mais justement, est-ce que la culture n'est pas un vecteur majeur pour nous aider à devenir pour de bon des sapiens sapiens, avec le premier sapiens, qui est le sapiens de l'intelligence, mais d'une intelligence créatrice, parce que l'intelligence destructrice, elle nous mène au contraire à la guerre de tous contre tous. Et le second sapiens, celui de la sagesse, il faut toujours se souvenir que sapere en latin, cela veut dire savourer. Donc la sagesse, ça n'est pas une sagesse triste, une sagesse ascétique, c'est au contraire une sagesse qui nous porte vers ce que nos amis latino-américains nommaient le buen vivir, le bien vivre, la pleine joie de vivre, l'art de vivre à la bonne heure. Eh bien, dans cette perspective-là, où la culture est au cœur de cette défense fondamentale de l'humanité par rapport à l'inhumain, j'aime beaucoup citer cette phrase du poète ukrainien Konstantin Sikov et qui dit ceci: c'est à travers chacun de nous que la vie s'oppose à l'inhumain. Bonne fin de colloque. Au revoir.